Assalamu alaikum. Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai énoncé une série d'exercices intitulés Application des grands théorèmes d'analyse fonctionnelle. Aujourd'hui, je vais commencer à donner la solution de ces exercices en commençant par l'exercice numéro 1. Voici l'énoncé de cet exercice numéro 1. Nous allons donner la solution tout en rappelant les différents théorèmes qui nous permettent de donner la solution des questions de cet exercice. Alors, dans cet exercice, il y a deux parties, donc de 1 jusqu'à les questions de 1 à 4 sont des questions de cours, puisqu'elles ont été faites dans le cours. Je rappelle que ce cours, c'est un module que j'ai enseigné il y a plusieurs années à la faculté des sciences d'Oujda, et cet exercice, précisément, je l'ai présenté dans un exercice d'analyse fonctionnelle en 2014-2015. Alors là, c'est la partie questions pratiques, et au début, il y a 4 questions de cours. Alors, nous allons répondre à la première question qui nous demande d'énoncer la définition de la convergence faible d'une suite Xn dans un espace vectoriel normé E. Je rappelle d'abord que le mode de convergence que nous connaissons dans un espace vectoriel normé, c'est le mode de convergence en norme, qui s'appelle aussi la convergence forte, qui veut dire tout simplement Xn converge en norme vers X, ou converge tout simplement vers X, si limite de norme de Xn moins X égale 0. La notation, normalement, c'est ça. Elle est une notation naturelle. Pour la convergence faible, alors on dira une suite Xn dont E est faiblement convergente vers l'élément X si f de Xn converge vers f de X pour tout f appartenant au dual de E, qui est l'ensemble des formes linéaires continues sur E. Notation Xn avec une flèche vers X, mais au-dessus de la flèche, il y a W qui veut dire weak, en anglais c'est faible, ou bien cette notation avec cette flèche, demi-flèche si vous voulez, avec la tête de la flèche en moitié seulement. Mais je préfère cette notation beaucoup plus claire parce que là, pas très... Je préfère plutôt cette notation. Donc, alors, voilà la réponse à la question, c'est le petit b. Remarque, si une suite Xn converge faiblement vers X, alors toute sous-suite X phi de n converge faiblement vers la même valeur X. Évidemment, parce que si vous prenez une sous-suite Xn, f de X phi de n est une sous-suite de f de Xn, donc elle converge vers f de X également. Alors ça, c'est juste une remarque, ce n'est pas une question de l'exercice. Maintenant, regardons la question numéro 2. Montrer que si Xn converge faiblement dans E, alors la limite, cette limite qu'on appelle la limite faible de Xn est unique. Comme toutes les limites que nous connaissons en analyse, c'est toujours l'unicité. Et cette notion de limite faible ne sort pas de la règle. Nous allons démontrer que si Xn converge vers X et en même temps converge vers Y, tout ça faiblement, alors les X égale à Y. Alors, que veut dire Xn converge vers X faiblement? Ça veut dire ceci. F de Xn converge vers f de X, quel que soit f appartenant à E'. Même chose pour l'autre, Xn converge faiblement vers Y, ça veut dire f de Xn converge vers f de Y pour tout f dans E'. Alors, cette convergence ici, elle est où? Ce sont des formes, f c'est une forme linéaire, c'est dans le corps sur lequel émile l'espace vectoriel. Ici, donc nous travaillons toujours avec C.
sauf indication contraire, même si je dis K égale R ou C. Alors, donc, c'est une convergence dans C. On sait que dans l'espace des C, la limite est unique. Ça, c'est la convergence normale dans C. Par conséquent, f de x égale à f de y, pour un f quelconque dans le dual. Alors, pour conclure que x égale à y, nous aurons besoin d'un corollaire du théorème de Banach. Et c'est là, je donne les rappels du cours. Alors, nous allons voir quel est ce corollaire. Alors, ce corollaire du théorème de Banach est résumé par la phrase E' sépare les points de E. Alors, ça veut dire que si x et y sont deux éléments quelconques dans E distincts, alors on peut les séparer par une forme linéaire, c'est-à-dire il existe une forme linéaire telle que g de x différente de g de y. Alors, ce qui veut dire aussi par la contraposée, pour x et y quelconques, si g de x coïncide avec g de y pour toutes les formes linéaires, alors nécessairement x égale à y. Forcément x égale à y. Et c'est ce que nous allons utiliser ici. Alors, d'après le corollaire que je viens de citer, puisque f de x égale à f de y, quel que soit f appartenant à E', alors x égale à y, et donc la limite faible est unique. Regardons maintenant la question numéro 3. Montrer que la convergence en normes, oui, on peut se poser la question, quelle est la relation entre quoi, qui implique l'autre entre convergence en normes et convergence faible? Eh bien, la question, c'est montrer que la convergence en normes implique la convergence faible dans un espace vectoriel normé. Voilà donc la question. La réponse, supposons que xn converge en norme vers x, qui veut dire, comme je l'ai rappelé au début, ça veut dire ceci. Cette quantité, norme de xn moins x, tend vers 0. Bon, alors maintenant prenons une forme linéaire continue dans le dual quelconque. Nous avons f de xn moins f de x en module, puisque les formes linéaires sont à valeur dans C, est égal d'après la linéarité de f de xn moins x, et d'après la continuité de f, c'est inférieur à norme de f, norme de xn moins x. Puisque ceci tend vers 0, parce que xn converge en norme vers x, alors tout ça tend vers 0, puisque c'est multiplié par f fixé, et donc ceci tend vers 0 également. Ainsi, nous avons prouvé que limite f de xn égale f de x, quel que soit f appartenant à E', et c'est précisément la définition de xn converge vers x faiblement. Quatrième question. Alors, montrer que x, ça aussi c'était une question de cours parce que je l'ai faite dans le cours, montrer que si xn converge vers x faiblement, alors la norme de xn est bornée dans E. Mais avant de donner la solution à la question 4, je vais donner une remarque qui a un rapport avec les deux questions 3 et 4. Nous allons voir cette remarque. Nous avons montré dans la question 3 que si xn converge en norme, alors xn converge faiblement. On peut se poser la question, est-ce que la réciproque est fausse? Est-ce que la réciproque est vraie? La réponse c'est non, la réciproque est fausse. Et pour montrer ça, on donne un exemple, ou un contre-exemple si vous voulez. Donc je prends un H, un Hilbert, qui a une base hilbertienne n appartenant à une étoile. Alors tout ça, espace de Hilbert, base hilbertienne, ont été faites dans le cours que j'ai présenté sur cette chaîne. Il y a trois vidéos là-dessus. Hein. Première partie, deuxième partie et troisième partie. Donc un Hilbert qui a une base hilbertienne infinie dénombrable, par exemple H égale L2, l'espace des suites de carrés sommables. Alors si je prends une forme linéaire quelconque dans le dual,
D'après le théorème de Riesz, alors je rappelle que H est un Hilbert. D'après le théorème de Riesz, elle peut s'écrire sous cette forme. F de x égale produit scalaire de x avec A, quel que soit x appartenant à H. Et nous avons vu, toujours dans ce cours sur les espaces de Hilbert, la relation ou l'égalité de Parseval. Quel que soit A appartenant à H, nous avons ceci. En particulier, si je prends F une forme linéaire, elle s'exprime ainsi. Pour ce A, nous avons cette égalité. Or, dire que cette série converge, le terme général tend vers 0. Le module au carré, donc le module aussi, et le produit scalaire de En vers A tend vers 0. Mais ça, c'est F de En. Ainsi, pour F quelconque, F de n tend vers 0. Ce qui veut dire que la suite des éléments de la base hilbertienne tend vers 0. Or, puisque les En sont dans une base hilbertienne, chaque En a une norme égale à 1. Donc En tend vers 0 faiblement, d'après ça, mais ne tend pas en norme vers 0, puisque norme de N égale 1. Nous savons que si une suite tend vers 0 en norme, la norme de cette suite aussi tend vers la norme de la limite. Et donc ici, norme de N devrait tendre vers norme de 0 qui est 0, mais norme de N égale 1, puisque la suite N de la base hilbertienne est orthonormale. Donc vous voyez là un exemple de suite qui converge faiblement, mais ne converge pas en norme. Alors je dis que ceci a une relation avec la question 4 aussi. Nous allons voir d'abord la réponse à la question 4. Alors donc, dans la question 4, on nous dit de montrer que si xn converge faiblement vers x, alors la suite des normes de xn, qui est une suite de termes positifs, est majorée, bornée, donc ça veut dire majorée, puisque la norme de xn est toujours supérieure à 0. Donc je suppose que xn converge faiblement vers x. Cela veut dire f de xn converge vers f de x, quel que soit f appartenant à e'. F de xn converge vers f de x, donc f de xn est en particulier une suite bornée dans le corps C. Pour tout f fixé, c'est une suite bornée. Donc, pour f fixé, il existe Cf qui dépendent de f, tel que f de xn est inférieur à Cf, quel que soit n appartenant à n. F de xn inférieur à Cf, quel que soit n appartenant à n. Alors, je définis cette application Gn sur le dual par Gn de f égale f de xn. Alors, il est clair qu'elle est linéaire. Ne pose aucun problème ici pour la linéarité. Gn de f plus g de xn, c'est f de xn plus g de xn. Gn de lambda f, c'est lambda f de x, de lambda f de xn, donc c'est lambda fois f de xn. La linéarité est claire. Alors, je dis aussi que Gn, ce grand Gn, est continu. Donc, il est linéaire, il est continu. Alors, pour montrer les continus, il faut juste voir que module de Gn de G, par sa définition, c'est... Alors, je prends pour un G, ici, pour un G quelconque dans le dual. Bon. C'est G de xn, comme la définition le montre ici. Et ceci par la continuité de G, puisque c'est la linéaire et continue petit g, puisqu'il est dans le dual, c'est inférieur à norme de G, norme de xn, fois norme de xn. Et ceci montre que Gn est continu et sa norme est inférieure à la norme de xn. Ici, la variable, c'est G. Et ça, c'est une constante par rapport à la variable G. Une constante. Donc, vous avez, norme de grand Gn est inférieure à norme de xn. Voilà. Mais, nous allons voir qu'il y a égalité. Norme de Gn égale norme de xn. Exactement, norme de xn. Pour cela, on va utiliser un autre corollaire du théorème d'Am-Banach. Mais tout d'abord, commençons à écrire norme de Gn. D'après la définition de la norme, c'est le sup de module de Gn de f, c'est-à-dire la norme dans C qui est le module, des images lorsque f, petit f, parcourt la boule unité
de E'. Parce que Gn est une application de E' vers C. Voilà, le sup ici. Remplaçons Gn de f par sa valeur, ça veut dire f de xn, sup de f de xn, f appartenant à prime, f appartenant à la boule unité de E'. Et là, ceci est égal à la norme de xn. Pourquoi? Alors, je vais vous montrer pourquoi. C'est ce corollaire, ce fameux corollaire du théorème d'Banach. Tous ces corollaires et toutes ces notions ont été vues dans les notions sur les grands théorèmes, plutôt les énoncés des grands théorèmes. Je l'ai faite sur la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2 pour le théorème d'Banach. Donc vous allez voir dans ce cours-là, la vidéo numéro 2, c'est ce corollaire. Norme de x, c'est le sup et module des images L de x dans C lorsque elle parcourt la boule unité. La boule unité fermée de E'. C'est bien ça. Juste ici, c'est xn à la place de x et f. J'ai écrit L dans le corollaire, mais là c'est f. Parcourant la boule unité fermée de E'. Donc, c'est bien norme de xn. Ainsi, donc, nous avons démontré que norme de Gn est égal à norme de Xn, quel que soit n appartenant à un état. Ça, c'est une norme dans le dual, et ça, c'est une norme de Xn dans E. Ici, Gn appartient au dual, est une forme linéaire sur le dual de E. Je peux dire c'est un élément du bidual. Forme linéaire définie sur E'. Donc, c'est un élément du bidual. Alors, qu'est-ce que nous allons faire de ça? Eh bien, nous allons appliquer le théorème de Banach-Steinhaus. Alors, je vais donc rappeler ce que c'est le théorème de Banach-Steinhaus. Si E est un espace de Banach, voilà le théorème de Banach-Steinhaus. Si E est un espace de Banach et F un espace vectoriel normé, seulement normé, et TI y appartenant à grand I une famille d'applications linéaires continues de E vers F. On suppose que ponctuellement les TI sont bornées, c'est-à-dire TI de X pour un X fixé, l'ensemble TI de X y appartenant à I est borné donc par une constante qui dépend de X, une constante positive. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire norme de TI de X dans F est inférieure à M de X, quel que soit I appartenant à I. Alors, il existe M indépendant de X qui majore toutes les normes TI. Pour I variant, bon. Voilà le théorème de Banach-Steinhaus. Nous allons utiliser ce théorème avec la famille Gn, n appartenant à n. Donc, et ici, L de E, nous allons mettre E' et F égale à C. Et là, vous aurez à voir les Gn de F. F appartenant, n appartenant à grand N. Voilà, donc on applique le théorème de Banach-Steinhaus. L'espace E', l'espace de départ, c'est l'espace d'arrivée pour cette suite d'applications linéaires de E' vers C. Donc c'est une suite dans E bidual. Alors il existe une constante Cf qui majore Gn de F, quel que soit n appartenant à n. Par conséquent, alors E' est un espace de Banach, l'espace de départ de ces applications. Pourquoi? Parce qu'un dual est toujours un espace de Banach. Remarquez que dans ce texte, je n'ai pas supposé que E est de Banach. Mais nous avons vu
que lorsque vous avez l'ensemble des applications linéaires d'un espace E vers K, le dual est un Banach parce que le K ici c'est C ou R. Et il est un Banach, donc E' aussi est un Banach. Par conséquent, en appliquant le théorème de Banach-Steinhaus, il existe C strictement supérieur à 0 qui majore les normes de Gn pour n quelconque. Mais normes de Gn, nous avons vu que c'est norme de Xn. Ainsi la suite. Norme de Xn est bornée. Alors, pour revenir j'ai dit que la remarque précédente a un lien avec cette question, parce que lorsque vous avez une suite Xn qui tend vers X faiblement, vous n'êtes même pas sûr que la norme de Xn converge vers X, comme vous n'êtes pas sûr que Xn tend vers X. Parce que nous avons vu dans l'exemple que En tend faiblement vers X et que nous avons vu que norme de Xn ne tend pas vers norme de X. Norme de En c'était 1 et norme de X c'est 0. Norme de la limite de En qui était 0. Donc vous ne pouvez pas avoir norme de En qui est 1, ne tend pas vers la norme de 0. Voilà, donc tout ce qu'on peut dire si Xn converge faiblement, c'est que sa norme, la suite des normes de Xn est bornée. Alors nous allons voir maintenant la question numéro 5. Les applications de ce que nous avons vu sur les définitions de convergence faible. Alors, je suppose que A est une partie dense dans le dual de E. Et on suppose que la suite norme de Xn est bornée. Alors, ici, la norme de Xn est bornée. Et qu'il existe A appartenant à E, tel que limite de f de Xn égale f de A pour toute f dans A. Donc, nous n'avons pas ici pour toute f appartenant à E. Sinon, si on avait ça, c'est déjà la convergence faible. Nous avons ceci simplement dans une partie dense. Et néanmoins, cela permet de vérifier que Xn tend faiblement vers A. Mais n'oubliez pas que l'on suppose une hypothèse importante, que la norme de Xn est bornée. Alors, nous allons voir la réponse à cette question numéro 5. Donc, A est une partie dense dans le dual, et on suppose que norme de Xn est bornée et qu'il existe A tel que limite. Alors, j'ai écrit dans le texte f de Xn, mais pour toute h appartenant à A, c'est la même chose. Limite de h de Xn égale h de A pour tout h appartenant à A. Je veux montrer que Xn tend faiblement. Donc, je dois vérifier ceci pour tout h dans E, et non pas seulement dans A. Alors, comme par hypothèse, norme de Xn est bornée, donc soit M un majorant de la norme de Xn, mais je veux qu'il soit aussi supérieur à A. Donc, quitte à prendre le sup du majorant et de norme de A, je suppose donc que M majore à la fois la norme de Xn et la norme de A. Donc, je prends un G quelconque appartenant à E', pas simplement dans A'. Puisque A est dense, donc je peux l'approcher à epsilon près. Moi, je mets epsilon sur 3m. À n'importe quel epsilon, je peux approcher G par un élément de A. Donc, il existe f appartenant à A tel que norme de G. La norme des applications linéaires ici, norme de G moins f est inférieure à epsilon sur 3m. Alors, vous allez me dire peut-être m égale 0. Ben, si m major norme de Xn il est nul, ça veut dire que la Xn est nul. Le problème est trivial. Ça n'a pas d'importance. Évidemment, ceci est vrai pour tous les H dans E'. Donc, M est strictement positif, Xn non trivial. Bon, on a ceci. Ensuite, puisque nous avons f est dans A, donc il vérifie limite de f d'Xn égale f de A. Donc, pour ce même epsilon, alors, à epsilon sur 3, il existe un P dans N à partir duquel vous avez f de Xn moins f de A inférieur à epsilon sur 3. Alors, vous allez voir tout à l'heure pourquoi j'ai mis ces 3 ici, 3m. Vous allez voir pourquoi. Donc, ça exprime, pour epsilon quelconque, ça exprime cette convergence pour f qui est un élément de A.
Alors maintenant, pour n supérieur à p, je peux écrire Gn de xn moins g de a, ajouter ici moins f de xn plus f de xn, moins f de a plus f de a, et puis utiliser l'inégalité triangulaire pour avoir cette inégalité. Alors maintenant, ce terme-là, c'est g moins f de xn est majoré par, d'après la linéarité de g moins f, majoré par nombre de g moins f fois nombre de xn. Celui-là, il est inférieur à epsilon sur 3, puisque j'ai pris n supérieur à p. Voilà. Et celui-là, de la même façon, c'est f moins g de a, donc inférieur au nombre de g moins f, nombre de a. Alors, qu'est-ce que j'ai? Vous avez g moins f est inférieur à 3 sur epsilon sur 3m. Le voilà. Norme de xn inférieur à m. Pour ce dernier, également, vous avez la même chose. Norme de g moins f est inférieur à epsilon sur 3m et norme de a inférieur à m. Celui qui est au milieu est inférieur à epsilon sur 3, et à epsilon sur 3, puisque n est supérieur à p. Alors faites le compte, après simplification, vous trouvez epsilon sur 3, que multiplie 3 égale epsilon. Ainsi, j'ai démontré que pour un g quelconque, quel que soit epsilon, il existe p appartenant à n, tel que pour n supérieur à p, ceci est inférieur à epsilon. Ça veut bien dire que limite de g de xn égale g de a pour tout g dont e', et donc xn converge vers a faiblement. Alors maintenant, nous allons répondre à la question numéro 6. Alors, je suppose que alors je m'excuse parce que dans la présentation de l'énoncé au début de la séance, j'avais écrit ici petit f au lieu d'écrire L. Voilà, c'est corrigé maintenant. Je suppose donc que L est une forme linéaire de E vers F, où E et F sont deux espaces de Banach. On suppose que L vérifie la propriété suivante. Si Xn est une suite dans E, alors Xn tend vers A faiblement dans E implique L de Xn converge vers L de A dans F. Montrer, donc, si L satisfait cette propriété, alors L est continue. Alors, pour répondre à cette question numéro 6, nous allons utiliser le théorème du graphe fermé, qui dit, alors ça c'est un autre grand théorème de l'analyse fonctionnelle, alors il dit que si E et F sont deux espaces de Banach, soulignez bien, pas comme l'espace de Banach-Steinhaus, où Banach est seulement demandé pour l'espace de départ, donc tous les deux de Banach. Et F est une application linéaire entre E et F. Si le graphe de T est fermé, alors T est continu. Ça, c'est le théorème du graphe fermé. Mais ce théorème, dans la pratique, souvent on l'utilise, comme je vais vous le montrer. Alors, le théorème du graphe fermé est souvent utilisé ainsi. Soit E et F, deux espaces de Banach, et T une application linéaire, si T satisfait la propriété P, à savoir Xn tend vers A et T de Xn tend vers B, implique B égale T de A. Et ça exprime, pour une suite quelconque dans E, ça exprime que le graphe est fermé, parce que le couple Xn T de Xn, c'est un couple dans le graphe. S'il tend vers AB, vers une limite AB, alors nécessairement elle est dans le graphe, ce qui veut dire B égale T de A. Voilà, cette propriété, ça exprime que le graphe est fermé. Nous allons utiliser ceci pour répondre à la sixième question. Je rappelle que la sixième question, nous avons une suite Xn telle que si Xn tend vers nous avons une application linéaire entre E et F telle que pour toute suite Xn, Xn tend faiblement vers A implique ceci. Voilà la propriété. Pour toute suite, si Xn tend vers A faiblement, L de Xn tend vers L de A faiblement aussi. Donc nous allons montrer que le graphe est fermé. Donc je prends une suite Xn, L de Xn, telle que vous avez Xn qui tend vers A,
et L de Xn tend vers B. Et mon but, c'est de montrer que B, le couple AB est dans le graphe, c'est-à-dire B égale L de A. Donc, alors maintenant, regardons la première ligne. Xn tend vers A en norme, d'après une des questions que nous avons vues au début de l'exercice. Donc, ça implique que Xn tend vers A faiblement. Et d'après la propriété dans la question numéro 6, la propriété que vérifie L, donc nous avons L de Xn tend vers L de A. Mais de l'autre côté, nous avons L de Xn tend vers B. Donc, ça tend en norme. Donc, ça implique qu'elle tend vers B faiblement dans l'espace F, qui est un espace vectoriel normé. Ce que nous avons vu pour l'espace vectoriel normé, c'est valable dans tout espace vectoriel normé. Alors, nous avons ici la même limite, deux limites pour L de Xn. Or, d'après l'unicité de la limite que nous avons démontrée, donc B égale L de A. Ainsi, le couple AB, c'est un couple de graphes. Une suite de graphes qui tend vers un élément du graphe. Autrement dit, le graphe est fermé. Toute suite dans le graphe qui converge, sa limite est un élément du graphe. Ainsi, nous avons montré que le graphe de L est fermé et donc L est continu.